Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires d'œuvres. L'histoire, œuvre. Cita d'Ayach. Cita d'Ayach. Racine de Ciel. Cita d'Ayach. Voilà. Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue. Je suis très heureuse de recevoir Christophe Onodibio. Alors, il y a une explication à ça. Je l'ai vu apparaître dans le monde du livre et tout de suite, je l'ai associé à quelqu'un, et je ne pensais pas avoir un jour l'occasion de le lui dire, un Golden Boy, je l'appelais comme ça, et du coup, j'ai toujours vu Christophe comme le deuxième Golden Boy. Le premier, j'espère que je tombe bien, c'est Jean-Marc Roberts. Voilà. C'est beaucoup d'honneur. Voilà. Ouais, mais j'ai trouvé que vous aviez absolument des profils similaires. Je me trompe peut-être. Je connaissais Jean-Marc Roberts un peu, mais pas beaucoup. Mais j'ai toujours trouvé que vous ameniez à la littérature une forme de dynamique, de jeunesse, de renouvellement. Lui, avant vous, et vous après. Et j'ai l'occasion de le dire, je ne pensais pas, et ça me fait vraiment plaisir de vous le dire. Bah, ça me touche beaucoup, merci beaucoup. J'aimais beaucoup Jean-Marc. Il manque beaucoup. Et oui. Ouais, j'aimais son énergie, sa vivacité. Et puis, bon, il était un peu plus sale gosse que moi. Quand je dis sale gosse, c'est affectueux. C'est-à-dire que c'est vraiment... et l'édition avait besoin de ça. Donc, ouais, il faudrait des Jean-Marc Roberts un peu plus. Ouais, mais Soyons tous des Jean-Marc Roberts. Voilà. Ouais, mais je ne suis pas sûre que... Moi, je ne vous en trouve pas très loin. Hein. On va voir. Pas très loin. Bon, alors après, évidemment, ce qui me fait plaisir, c'est que votre livre s'appelle La Nuit espagnole, que c'est un livre où, quand même, il y a ce tableau Guernica, devant lequel j'ai passé de longs moments avec mes enfants et mes petits-enfants. Si ma mémoire est bonne, il est au Reina Sofia, voilà. Et ça, c'est formidable pour nous parce que nous avons des liens à l'Espagne par ma maman et ses parents, par France. Et voilà, c'est formidable de commencer par La Nuit espagnole. Et j'ai beaucoup de gratitude, je l'ai dit, je le redirai tout à l'heure en recevant Diane Masloum, pour Alina, qui fait rentrer avec cette collection aussi, et en recevant demain Christophe Boltanski, des auteurs des musées d'autres pays. Et nous, on en a besoin à Racine de Ciel, qui est d'autres pays présents. Voilà. En tout cas, merci. Je suis heureuse que ce soit Michel qui vous reçoive, lui-même, jeune voyou. Très bien, voilà. Voilà. J'avais dit sale gosse. Moi, mais on peut pousser un peu les feux. Hein, ouais. C'est notre jeune voyou, voilà. Et on est très fiers de lui. Voilà. Alors à tout à l'heure et merci d'être là. Merci Michel. Merci. Merci à Michel Leca et bienvenue parce que c'est la première rencontre littéraire de cette 15e édition de Racine de Ciel, Veilleur de nuit, consacrée à la collection Manu au musée, je rappelle, aux éditions Stock. Et pour cette première rencontre, nous avons rendez-vous au musée Picasso, au cœur de Paris, l'hôtel Salé. Et pour ce rendez-vous, un invité. Bonjour Christophe Onodibio. Bonjour Michel, bonjour à vous, toutes et tous. Vous êtes né au Havre, vous êtes agrégé de lettres modernes, vous avez été enseignant. Votre premier roman vous a ouvert les portes du journalisme, puisque vous rentrez d'abord à Elle et ensuite au Point, où vous êtes grand reporter au service politique en 2005, et vous êtes aujourd'hui, depuis 2010, le directeur adjoint de la rédaction. Et parallèlement, également des émissions télévisées et radio, dont France Culture, Le Temps des écrivains de 2014 à 2020, En aparté ou la matinale de Canal+, notamment du côté de la télévision. Et parallèlement, vous êtes écrivain de recueils d'essais, mais surtout de romans, donc 7 romans, dont plusieurs ont remporté des prix littéraires. Le premier, en 2007, c'est Birman. C'est un roman que vous dédiez au peuple birman et à la Birmanie, auquel vous êtes attaché et investi. Prix Interallié en 2007 et en 2013, Plongée, Grand Prix du roman de l'Académie française et également Prix Renaudot des lycéens.
pour ce roman, et votre dernier roman, donc en 2022, Trouver refuge, qui retrace l'histoire d'une famille qui fuit une France gagnée par le nationalisme et l'autoritarisme. Voilà, une dystopie qui serait pas si éloignée peut-être de l'actualité. J'espère que j'espère que le livre sera un petit avertissement, mais oui, non, mais ça m'intéressait, ouais, d'explorer un peu cet avenir proche. Ouais. Et nous verrons qu'il y a des ponts entre votre expérience au musée et ce roman, puisque ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est Manu au musée, c'est cette expérience, cette nuit passée dans le musée Picasso, aux côtés de votre ami artiste franco-algérien Adel Abdessemed. Et en 2018, vous êtes invité de manière un peu mystérieuse et ésotérique, on peut dire, à passer une nuit dans le musée Picasso. Comment cela s'est-il produit ? Merci pour cette question et cette présentation, et qui ouvre, j'allais dire, la promenade qui va être menée, orchestrée par mes camarades écrivaines et écrivains tout au long de ce week-end. Oui, alors, Michel, ce dont vous parlez là, c'est de ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Parce qu'en fait, pour le dire simplement, c'est ce que j'aimerais vous raconter peut-être aujourd'hui, c'est comment ça se passe en fait. Parce que ma nuit au musée, effectivement, on est invité à passer une nuit au musée. Dans mon cas, c'est un petit peu différent puisque c'est la seule, pour l'instant, c'est le seul livre de la collection, pour des raisons bien précises, où il y a deux auteurs et deux personnes qui passent la nuit ensemble dans un musée. Et deux amis d'ailleurs. Pour une raison très simple, c'est que Adel Abdessemed est artiste et son moyen d'expression, c'est le dessin, la sculpture, la vidéo, mais ce n'est pas le mot, ce n'est pas l'écrit. Et en fait, comment ça s'est passé ? Je vais d'abord parler de la réalité. Adel Abdessemed, qui est un des artistes les plus engagés qui soit, se retrouve un jour à Lyon. Lyon lui consacre une exposition, une grande rétrospective. Et puis il y a une de ses œuvres qui s'appelle Printemps, où on voit des poulets en train de brûler, des poulets suspendus par les pattes en train de brûler. Et il avait fait quelques années auparavant une grande exposition au Centre Pompidou à Beaubourg, où on le voyait lui-même entouré de flammes en train de brûler. C'était évidemment des trucages. C'est intéressant. Et suite à cette œuvre, les réseaux sociaux commencent à dire c'est un artiste qui fait brûler des animaux vivants, etc. Donc tempête. Il est déjà, vous voyez à quoi je veux en venir, la liberté de montrer, la liberté de l'artiste. Donc tempête sur les réseaux sociaux, menaces de mort, terribles. En tant qu'artiste, il ne retire pas son œuvre parce qu'il se dit je ne vais quand même pas subir justement cette pression-là. Il explique que c'est un trucage, mais rien n'y fait. Et jusqu'à des menaces de mort sur sa famille, etc., etc. Et puis sur les gardiens des musées. Et là, il se dit non, je ne peux pas. Ces gens travaillent dans le musée, ils ont des familles aussi. Moi, je peux endosser le danger pour moi et ma famille, à la limite, mais les familles des autres, non, ils n'ont pas à être exposés à ça. Donc il retire son œuvre, et là, il se fait accuser d'autocensure. Donc pris entre un moment des gens qui veulent le censurer et des gens qui lui reprochent d'enlever son œuvre. Et là, que faire ? Une interview dans un journal, ça ne sert à rien, on n'a pas la place, pour faire toutes les nuances nécessaires. Et on était ensemble, il racontait ça, et Alina dit mais pourquoi en fait vous ne vous enfermez pas dans un musée pour parler de tout ça et produire quelque chose qui ferait comprendre aujourd'hui combien c'est difficile d'être artiste, comment on devient un artiste, parce qu'Adel a commencé vraiment avec absolument rien dans sa Kabylie natale. Et là, vous aurez peut-être le lieu nécessaire, le temps nécessaire, l'espace d'un livre pour raconter tout ça, et puis vous verrez bien. Et dans le livre, je raconte ça d'une autre manière, parce que quand vous faites une nuit au musée, et on va revenir sur la nuit qu'on a passée, quel livre vous faites après ? Parce que ça fait émerger le rapport quand vous êtes dans un musée la nuit. On en parlait un peu ce matin avec Éric de Chassey qui est là, il y avait Sophie Macariou, tous les grands patrons d'institutions qui vivent le jour dans les musées. La nuit, c'est totalement différent parce que l'hôtel Salé où on était, Picasso n'y a jamais vécu.
Mais il y a toutes ces œuvres, et Adèle me disait, quand il y a un tableau, enfin, on le voit peut-être pas comme ça, mais il me dit, mais moi, ce que je mets, l'encre, la peinture, il y a mon geste, il y a moi, il y a mon plus que mon énergie. Ma vie, c'est presque séminal, quoi. Voilà. Donc en fait, on est entouré par des présences extrêmement fortes. C'est moins éclairé, on se promène avec une lampe, et on est dans un lieu qui n'est pas fait pour être vu ou vécu presque la nuit. Donc tout ça fait ressortir énormément de choses, et je voulais faire une sorte de roman vrai, enfin l'expression est un peu absurde, mais que ça soit vraiment comme une fiction, parce que je pense que la fiction est un des plus beaux moyens d'embarquer les gens dans la réalité. Souvent on oppose la réalité et la fiction, comme si la fiction surgissait, était un pur élan de l'imaginaire, sans lien, un pur fantasme. Là, le fantasme, il est là, parce que passer une nuit dans un musée, c'est un fantasme. Mais en même temps, on avait un objectif très clair, qui était de parler, et je vais m'arrêter là parce que je suis très bavard, Michel, pardonnez-moi, mais de faire un livre qui parle de pourquoi on crée, pourquoi on est artiste, parce que derrière tout ça, il y a les histoires d'un homme ou d'une femme, quand on est une femme, mais il y a un parcours, ça vient pas de rien, c'est beaucoup d'accidents, et surtout c'est dur, et écrivain aussi d'ailleurs, et pourquoi on continue. Et pourquoi on continue dans une époque où il devient de plus en plus difficile, justement, de montrer les choses, de dire les choses, une époque qui se choque énormément, et lui sortait de cette épreuve-là. Donc c'était une sorte de moment de vérité, on était à deux, et heureusement on avait quelques renforts aussi. Et vos rôles sont assignés dès le début, lui le crayon, l'artiste, et vous la plume, le scribe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était un peu une plaisanterie au fur et à mesure de la nuit, puisque vous dépassez largement, bien évidemment, le rôle de la prise de notes ou simplement une transposition de ce qui est réel, avec la fiction notamment, mais en interpellant directement votre ami, et également en essayant un petit peu de lui délier la langue. Et il y a des références à Socrate qui sont nombreuses, notamment la cuvée Socrate, des bouteilles de vin que vous buvez. Il y avait des bouteilles de vin. Je ne sais pas si mes camarades ici sont venus avec quelques munitions, mais ce n'était pas gratuit. Pardon, je vous ai coupé. Oui, en fait, je parlais d'un moment de vérité. On était là, j'étais là pour essayer d'exprimer le suc, justement, de l'origine artistique d'Adèle, quoi, de pourquoi il crée. Et je m'amusais, parce que c'est vrai que je l'ai dit, lui, il ne s'exprime pas par des mots. Donc j'étais le scribe. Et pendant tout le livre, je ne suis que le scribe, qui me permet de me dédouaner aussi de ce qui va se produire pendant la nuit. Et Adèle est venue, oui, avec 5 bouteilles de vin. Donc évidemment, le directeur du musée ne savait rien de tout cela. Ce qui est très étrange, c'est qu'on signe des décharges absolument s'il nous arrive quelque chose, s'il y a, le musée ne veut en aucun cas être tenu responsable de ça. Donc Adèle, quand je le vois sortir ses bouteilles de vin, je me dis que la nuit va être longue, elle va être peuplée certainement d'ivresse, mais ce n'était pas gratuit. C'est qu'en fait, à partir du moment où il est question de liberté, il est question aussi pour lui de revenir aux origines, c'est-à-dire la Kabylie, c'est-à-dire à un pays dans lequel lui, jeune étudiant aux Beaux-Arts, a vu arriver des religieux fanatiques. Et il y a plein de choses qu'il ne m'avait pas dites, qui se sont libérées pendant la nuit. Et donc il fallait aussi le vin et la musique aussi, du rail, pour presque de façon, vous parliez d'initiation tout à l'heure, oui, il y avait un côté rituel dionysiaque presque. Adèle Abdessemed est quelqu'un qui, tout engagé qu'il soit et tout exubérant qu'il soit, est aussi cadenassé. C'est-à-dire que et tant mieux, parce que les artistes s'expriment pas. C'est pas un artiste du verbe, c'est pas un artiste du mot. Donc parler n'est pas, même s'il parle très bien, il est très enthousiaste, mais pour dire des choses vraiment verbalement, il fallait cette aide-là. Et c'est vrai qu'il y avait une des bouteilles qui s'appelait Socrate. Et tout autour de cette nuit, qui a été une sorte de pas de danse à deux entre le scribe et son, j'allais dire, et son modèle, enfin oui, le scribe et son comment on pourrait dire, et son escribé, je sais pas comment on pourrait dire ça.
une sorte de pas de deux et de stratégie d'évitement aussi, parce qu'il n'a pas envie de tout dire, il faut que je revienne à la charge. Et ce qu'il y avait de très particulier, c'est que c'était donc au musée Picasso, pendant une exposition qui était l'exposition Guernica, et comme Michel l'a rappelé, Guernica ne sort jamais du musée Reina Sofia de Madrid. Donc c'était en fait une exposition où l'œuvre centrale était absente, qui était assez géniale parce que qui nous permettait à nous d'essayer. Alors donc il y avait toutes les études de Guernica, de Picasso, et qui nous permettait d'entrer directement dans notre sujet, puisque Guernica pour moi est l'histoire de l'aboutissement du travail d'un artiste qui au début n'a pas envie de faire ce travail. Puisque quand Picasso est sollicité par le gouvernement républicain espagnol pour faire une œuvre justement qui permette de faire comprendre le combat qu'il mène, au début, et on a toute une discussion là-dessus dans le livre, c'est pas du tout l'idée de Guernica. C'est le peintre et son modèle. Allez voir le rapport entre la cause espagnole et le peintre et son modèle. Alors on peut la trouver, etc. Mais c'est pas du tout un tableau, en tout cas que je voyais moi comme un engagement. Et qui nous mène à quoi? Et ça sera l'objet du livre, à expliquer finalement ce que veut dire ou ce qu'on pense que ce tableau dit, c'est-à-dire avec cette petite lumière brandie sur le tableau, cette toute petite lumière presque antique, presque fragile, d'une lampe à huile face à cette énorme ampoule qui représente, effectivement, les bombardements, la technologie, parce que Guernica a quand même été la répétition générale de la guerre de 39-45, avec tous les tests technologiques, en fait, avec ces nouveaux avions qui bombardaient, ces techniques de bombardement, ça a été la répétition générale. Et donc, cette grosse ampoule que vous avez au centre, donc l'électricité représentant justement cette technologie, et cette petite figure qui brandit justement cette petite lumière. Et donc, ça a été une sorte de course-poursuite. Moi, je poursuivais Adel Abdessemet, qui devient un véritable personnage de fiction réelle, parce que je suis le scribe, je fais ce que je veux. C'est l'avantage du scribe. C'est qu'en fait, il n'est que le scribe, mais c'est lui qui maîtrise totalement le tempo, la façon dont la narration, et donc les personnages, et qui manipule totalement. Et c'est vrai que dans ces nuits au musée, et vous verrez mes camarades en parler, et vous les entendrez, qu'est-ce qu'on fait quoi, une fois que la nuit est passée? Moi, j'ai perdu, mon dictaphone est tombé dans mon verre de vin, donc hantise quand même, hantise totale. Je raconte tout ça, parce que tout ça, c'est que je perds le verbe capté. Adel m'avait raconté, je ne vais pas tout dévoiler, mais des choses dont il n'avait jamais parlé, qui lui venaient de... Parce qu'on a des lits de camp, en fait, pour parler un peu de cette nuit au musée, le protocole est toujours le même. C'est-à-dire que vous avez un lit de camp dont vous choisissez l'endroit où vous le mettez, si le directeur de l'institution le permet, parfois on ne choisit pas, et c'est toujours le même lit de camp. C'est une installation presque d'art, processus de performance d'art contemporain presque, c'est le même lit de camp. Et donc là, il y en avait deux, puisque nous étions deux. Et ce lit de camp, à un moment, donc, dans la nuit, fait ressurgir justement chez Adel un souvenir d'une séquestration, des choses dont il n'avait jamais parlé. Donc on était là, c'est très complexe, dans un lieu habité totalement par la présence des œuvres, et en plus, le génie monstrueux, cannibale, charnel, polémique aussi de Picasso, à la poursuite d'une œuvre qui n'existe pas, avec un artiste très remuant, ses bouteilles de vin comme munitions, et un carnet dans lequel, donc moi j'avais un dictaphone, et Adel avait un carnet dans lequel il passait son temps à dessiner avec une sorte de mine de crayon noir, de graphite, et tout ça s'est terminé par un dessin sur les murs même du musée. Alors, inutile de dire que le lendemain, quand il a fallu dire à l'éditrice que tout s'était merveilleusement passé, mais que mon dictaphone était tombé dans le verre de vin et qu'Adel avait dessiné sur les murs du musée, le réveil de l'éditrice a été un petit peu compliqué. Mais ça s'est bien terminé. Mais d'ailleurs, les dessins sont restés bien après la nuit, il me semble. Oui, parce que Laurent Lebon, puisque c'était lui le directeur du musée Picasso à l'époque, maintenant il est au Centre Pompidou, a décidé de garder cette œuvre. D'ailleurs,
d'ailleurs, ça va intéresser Albert Dichy et Michel, puisque vous avez appelé cette édition Veilleur de nuit. C'est qu'Adèle a dessiné un chat qui dort, et je lui ai dit, mais pourquoi un chat qui dort? Il m'a dit, non, il ne dort pas, il veille. Et donc c'est devenu un peu l'esprit, parce qu'on parlait d'esprit des lieux ce matin, un peu l'esprit du musée, ce chat. Donc il a été gardé, oui, par le musée Picasso. Alors c'était pas entre eux, il y a toujours le respect, hein, je tiens à le dire, des œuvres, etc. Donc c'était évidemment pas entre deux œuvres, mais c'était au rez-de-chaussée, près de notre camp de base, parce que j'avais l'impression d'être un alpiniste, parce qu'on ne cessait de monter dans les étages et de descendre, de déambuler, et on revenait toujours prendre quelques munitions. On avait aussi, parce que c'était espagnol, on avait apporté du bellota, cet excellent jambon, un peu de pain, et donc ce vin. Donc on était totalement dans la vie même, en fait. C'est-à-dire la vie, c'est oui, de se nourrir, la boisson, la nourriture, le pain et l'art, quoi. Donc c'était... il manquait peut-être d'autres choses, mais nous étions... Voilà, il a fallu qu'on soit plusieurs, et déjà c'était trop, peut-être. Enfin, c'était nécessaire pour ce qu'on faisait, mais je m'arrête là. Oui, non, mais vous parliez de vraie vie, c'est vrai qu'il y a même un débat un peu virulent entre vous et Adèle sur l'engagement de l'artiste. Vous en parliez sur le fait que Picasso, finalement, n'était pas extrêmement motivé pour s'engager auprès des républicains espagnols, et qu'il a attendu Guernica. Et il y a aussi une forme d'intransigeance, si je peux me permettre, de votre part, en tout cas, que Adèle le ressent un peu comme ça, qui tempère un peu votre propos. Et finalement, votre vision serait proche de celle de Sartre, qui disait en fait ne pas choisir, c'est choisir encore. Et quelque part, se retirer, c'est une forme de désengagement qui est aussi une manière de ne pas prendre part au conflit et de soutenir les républicains. Oui, c'est-à-dire qu'Adèle défend toujours l'artiste, c'est normal, il est artiste lui-même. Moi, je trouve Picasso dans cette histoire, au départ, extrêmement prudent, extrêmement paresseux, extrêmement égoïste, et extrêmement aproguin, parce qu'il touche le chèque du gouvernement espagnol et il produit rien, et il attend. Et ce qu'il leur montre, c'est les esquisses de ce peintre et son modèle. Puis il va y avoir l'électrochoc de Guernica qui va le mettre au travail, et là, la création... Et donc oui, on a cette discussion, puisque c'est un livre aussi sur au fond, pourquoi on crée, un livre sur la liberté, et un livre sur... J'aime pas le mot servir, mais quoique parfois il est bon d'être pragmatique, mais à quoi servent les artistes? Parce que je pense que c'est un peu comme le grec et le latin. À quoi sert de faire du grec et du latin? En fait, oui, ça sert, quoi. Ça sert parce que ça permet de prendre une distance critique face aux choses, ça permet de se confronter à des textes plus anciens. Je pense que l'art sert, parce que le problème, c'est que c'est pas juste du divertissement ou un plaisir aristocratique, même si on est dans un palais. D'ailleurs, c'est un grand débat dans les musées, entre musée, palais. Les musées sont dans des palais, on prétend, et ça peut l'être, que c'est intimidant pour les visiteurs du musée, mais au fond, il y a une véritable praxis, quoi, de l'art. L'art sert aussi, sert à réveiller, sert à mettre des grandes claques dans la figure, dans le cœur, dans les âmes des gens, et il a fallu ce bombardement pour que Picasso se réveille. Mais au départ, oui, il est très... D'ailleurs, il continue à vivre sa vie... on lui propose, il accepte le poste de directeur un peu honoraire du Prado, il n'y va pas. Alors qu'à l'époque, un déplacement de Picasso au Prado aurait été un symbole extrêmement fort. Il n'y va pas. Et il est obsédé par une image qui est un peintre qui peint une femme nue offerte à lui, comme toujours chez Picasso. Sauf qu'il y a quand même des enjeux un peu plus importants que ça. Non, parce que toute la discussion dans le musée... Et dans Nuit espagnole va être aussi une réflexion sur le corps, sur les modèles. Et on le voit aujourd'hui, la représentation du corps est de nouveau un enjeu, et la nudité. Et donc, on est autour de ça. Et c'est constamment un jeu, et c'est ce qui a été le grand plaisir de ce texte-là. J'ai récupéré, en fait, j'ai fait opérer mon dictaphone par des informaticiens qui ont réussi à récupérer le fichier et toute cette conversation... que j'aurais été bien triste, une fois la griserie passée, vraiment de perdre. Mais j'insiste sur parce que ça a l'air, je blague avec ça, mais ces bouteilles d'alcool et de vin avaient aussi une dimension presque de rentrer dans la performance, au fond, parce que 5 bouteilles de vin à 2 pendant une nuit,
on est vraiment dans l'ordre du défi. Et c'était aussi un défi qui me lançait. Il avait accepté donc cette invitation d'Alina. J'avais accepté moi aussi d'être le scribe. Je m'étais interrompu dans un roman pour faire ce livre. Et donc il y avait pour tous les deux quand même oui, je parlais d'un moment de vérité, oui. Lui, s'il voulait expliquer, c'était le moment. Et moi, il fallait que je sois prêt. Simplement, c'est pas Adèle, il est connu pour une de ses... Enfin, il y a plusieurs œuvres, mais notamment une photo de lui où il avait amené un lion vivant, un lion devant, donc dans la rue devant son atelier, dans le 10e arrondissement à Paris. Et on voit cette photo où il s'approche du lion et on voit l'image, au fond, des assistants absolument terrifiés parce qu'il s'approche du lion. Il y a ce côté-là chez lui. C'est toujours quand on parlait des flammes tout à l'heure, même si c'est un trucage, il y a toujours l'idée de se brûler et d'aller vraiment affronter les limites. C'est ce qui le rend intéressant quand même dans une époque où, sans leur jeter la pierre, mais beaucoup d'artistes dans l'art contemporain se contentent de décorer, quoi, de faire des choses jolies qui peuvent illustrer, enfin qui peuvent être dans des boutiques de luxe parce que c'est joli à voir, sans donner de nom. Là, lui, il y a quelque chose quand même de l'ordre de la brûlure. Et donc moi, ce que je voulais comprendre, c'est d'où venait ça, quoi. Et ce qui était passionnant, c'est de revenir et de faire ce voyage qu'on a fait tous les deux vers l'enfance, vers l'origine de ça, vers comment un petit garçon dans une ville à Batna, ville romaine d'ailleurs, dont la famille n'a absolument rien à voir avec l'art, va se mettre à dessiner, à choquer déjà, et puis à aller à la rencontre, je ne sais pas si on peut dire d'un destin, mais en tout cas de faire, je parlais de flamme, d'organiser, de se jouer la vie, comme on dit dans la tauromachie, mais aussi d'organiser son propre feu intérieur, quoi. Donc il y avait cette idée d'ivresse était aussi un défi qui me lançait. Et il fallait que je sois à la hauteur de ça. Donc ça a été une nuit folle, vraiment. Je disais un pas de deux où on essaie presque une corrida aussi, et avec sans cesse au moment de la nuit des coïncidences, des signes qui nous ramenaient à des choses importantes pour lui ou pour moi. Notamment dans cette exposition, il y avait au 2e étage un film de Buñuel, parlant de l'Espagne de cette époque, de l'immense pauvreté en fait de l'Espagne à cette époque, vraiment où on voyait une vieille femme presque goyesque, édentée, sortant d'une masure, une petite fille agonisant, et puis une sorte de cérémonie presque païenne. Et ça, c'était troublant parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dans cette expo, où en fait on suspendait dans ces villes espagnoles un coq, un fil tendu entre deux maisons dans une ruelle, et des gens passent, des cavaliers passent et arrachent le coq vivant. Donc on revenait à cette œuvre même, et c'était dans un film de Buñuel, donc réflexion aussi sur qu'est-ce qu'on peut filmer, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que l'animalité, donc tout en fait, et un musée, c'est ce qui est absolument génial. Moi ça a toujours été, depuis que je suis petit, dès que je vais pas bien, dès que je suis fatigué, ou je vais dans un musée, je suis nourri par les œuvres, et là, ce musée inhabité autrement que par les œuvres et par nous deux, nous renvoyait à chaque fois à des choses dérangeantes pour nous, inspirantes pour nous. Et il y a eu une magie, et je pense que c'est une des plus belles nuits de ma vie, que je ne referai pas. Non, que je ne referai pas, parce que ça ne se refait pas. Parce que si je devais la refaire, soit je serais tout seul et ça serait moins intense que cette première fois, et je ne la ferais pas avec quelqu'un d'autre, parce que, j'allais dire, la nuit nous appartient. Hommage à James Gray. Voilà, ça restera quelque chose, et je me souviens que je suis allé travailler, bon, pour le coup, au point, je suis allé à 9h à la conférence de rédaction, dans un état qui ne se voyait plus parce que j'avais bu beaucoup de café, et pris une douche parce que j'ai quand même été performé par Adèle, qui a fini par peindre sur moi,
enfin pas peindre d'ailleurs, c'était des coups de presque des coups de couteau de cette pointe de graphite. J'avais l'impression d'être une paroi à Lascaux, quoi, presque. Devenir paroi, quoi, devenir support, quoi. C'est quand même... Le scribe devenait support, voilà. Donc en fait, le scribe allait jusque-là, c'est-à-dire que j'étais devenu le support de l'histoire. Et je suis allé au journal, et je me souviens, je me disais, personne ne sait ce que j'ai fait cette nuit, ils ne savent pas. Et j'avais... Maintenant, oui, je pense. Maintenant, ils savent, mais il y avait ce côté hors champ, hors temps, et absolument... Quand je dis magique, c'est pas juste c'est magique, c'est ça, il y avait quelque chose de l'ordre d'une magie, d'un rituel, d'une cérémonie très païenne et très connectée à plein de choses. Donc c'était formidable. C'était un peu un songe, parce qu'il y a vraiment une dimension onirique dans votre récit. Alors, bien sûr, la part du vrai et la part de fiction mise à part, mais il y a vraiment l'idée d'un rêve, d'une forme d'hallucination, de voix que vous entendez d'une salle à l'autre. Il y a vraiment quelque chose... Enfin, vous n'étiez pas que deux, finalement, dans le musée, parce qu'il y avait également le musée lui-même. Oui, et puis il y avait Dora qui était là en larmes, il y avait ce cheval dont la langue est un couteau qu'on voit dans Guernica, il y avait tout le petit peuple picassien qui lui-même fait référence à tout un petit peuple exploité par d'autres peintres avant lui, puisque... mais sur l'idée d'onirisme dont vous parlez et de vous avez prononcé un autre nom, vous avez parlé dimension de onirique, rêve, d'hallucination. D'hallucination, voilà. Moi, j'ai toujours pensé quand même, on n'écrit pas en état d'hallucination, ça non, mais qu'en fait, dans la vie, enfin, moi, j'ai du mal à séparer l'idée du rêve et de la vie, parce que quand on tombe amoureux ou une nuit d'amour, par exemple, enfin, quelque chose, si on analyse ça, on est... Enfin, la porosité entre le rêve et la vie, enfin, je ne sépare jamais le rêve de la vie et l'hallucination. Je pense qu'à un moment, il est bon de se décentrer totalement. Après, l'écriture permet justement de se recentrer et de remettre le fil à plomb, j'allais dire, droit, mais il y a quelque chose, même dans un musée, même une visite dans un musée, regarder un tableau, ou regarder parfois les autres personnes qui regardent les tableaux, il y a eu plein de travaux photographiques là-dessus, on est déjà dans l'ordre de cette magie, parce que ça a été peint il y a très longtemps, ce sont des sujets religieux dont on ne connaît pas forcément l'histoire, et finalement quelque chose vous parle là-dedans. Il y a quelque chose de la porte ouverte vers autre chose. Là, simplement, on avait en plus des accessoires pour augmenter cette prise de conscience, quoi. Mais ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la gratuité. C'est pour ça que quand on parlait du rituel, ça a l'air très... mais c'est très simple, c'est un moment... Je pense qu'on ne va pas dans un musée juste pour apprendre des choses. Ou alors pour apprendre des choses de ce qu'est la vie même. Pas juste des choses sur la vie des peintres qui sont exposées. Je pense qu'un tableau est autre chose. Et en plus, vous renvoie à vous. Donc on est de toute façon dans cette dimension d'onirisme qui fait totalement partie de la vie. Moi, je la sépare jamais. Et vous parliez de la simplicité lorsqu'on est confronté à un tableau ou à une œuvre dans un musée. Il y a une forme d'immédiateté aussi, qui fait aussi la puissance de l'image par rapport à la puissance de la littérature qui est médiate, qui n'est pas immédiate, où il y a le prisme de la lecture. Et il y a un passage justement où vous êtes pris d'un vertige face à Adèle, qui justement est dans son processus créatif et qui dessine, qui ne cesse de remplir son calepin à une vitesse assez impressionnante. Et vous vous sentez pris d'un vertige en estimant que finalement Guernica, vous dites, ça valait finalement 100 poèmes sur... Alors bien sûr, c'est une manière de... C'est le vertige dans lequel vous êtes pris, mais il y a aussi l'idée que la littérature et l'image sont quand même de manière très distincte, et que l'image a toujours une dimension immédiate que n'aura jamais la littérature. Oui, alors, c'est la part du jeu et du complexe de l'écrivain et du scribe par rapport à presque de l'art en train de se faire avec une économie de moyens. Alors le mot aussi est une économie de moyens, mais on en parlait d'ailleurs hier avec mes camarades sur la phrase. On parlait de la phrase hier. Est-ce
est-ce qu'on doit écrire pour que chaque phrase soit parfaite dans un roman? Je pense que le risque de ça, d'un autre vertige, c'est d'arriver à ne travailler plus que sur une phrase et à tout enlever. Il ne resterait, voilà. Et on serait tous auteurs de haïkus. Voilà. Mais non, en fait, non. Non, parce qu'on est obligé, si on doit déployer une intrigue, on est obligé d'avoir des phrases à un moment plus incertaines, des phrases qui font du lien entre des phrases merveilleuses, sèches, affûtées, mais ça ne peut pas être que ça, sinon ça serait même insupportable pour un lecteur, ce serait des chocs esthétiques à chaque phrase, insupportable, on ne s'en relève pas, on est pétrifié comme une belle méduse là, à l'entrée. Mais il y a, en fait j'avais l'impression de me dire, son travail, je suis le scribe, mais mon travail reste à faire, alors que lui, son travail est fait, il est là, d'un geste. C'est ce qu'il y a de magnifique aussi. Je reprends Éric de Chassey, ce matin, parlait de la grotte Chauvet et de tout cet art pariétal. Au fond, en quelques traits, le rituel est presque là, parce qu'on sait, en plus, ces peintures, ces fresques préhistoriques, il y a cette dimension de rituel, de chamanisme, et quelques esquisses, le mouvement. Le travail de l'écrivain est beaucoup plus, de ce point de vue-là, ingrat. Parce qu'il fallait, moi, que je repeuple tout ça et que je puisse faire embarquer des lectrices et des lecteurs qui n'étaient pas avec nous. Donc oui, il y avait un soupir de détresse, plus que de vertige, de me dire, moi, voilà, lui, sa part de défi, ça y est, elle est remplie. Je me souviens qu'on est sorti donc, à l'aube, hein, parce que vraiment, on passe la nuit là-bas, et j'entendais des mouettes qui me ramenaient à mon Havre natal. Et pour lui, tout était terminé. Pour moi, tout ne faisait que commencer. Et c'est vrai que c'est à la fois l'inconvénient de cette nuit au musée, c'est qu'une fois qu'elle est passée, on doit travailler. Et en même temps, c'est ce qui fait la beauté de ça, puisqu'on va pouvoir la fixer par les mots, mais on ne sait jamais comment. Et c'est pour ça que chacun des livres de la collection est différent, parce qu'il ne s'agit pas de parler d'un musée. Il est là, mais en fait, il s'agit de parler de choses qui, en fait, nous renvoient à nous-mêmes et qui sont parfois un petit peu délicates. Et encore, moi, j'avais mon support. J'étais le support, mais j'avais mon support. Mais oui, donc cette part de vertige, elle était là constamment, quoi. Et vous avez mis du temps, de l'effort pour ensuite restituer, aussi mettre aussi, parce qu'il y a quand même une paroi de fiction autour de l'expérience du musée, ce que vous disiez, vous avez vraiment raconté un récit. Est-ce que vous y avez mis un certain temps pour revenir ensuite, après cette nuit éveillée? Est-ce que vous avez réussi très rapidement à écrire? Oui, un certain temps, parce qu'il fallait que pour moi, c'est un récit, c'est un roman. Encore une fois, il ne s'agissait pas de faire le portrait d'Adèle Abdessemed. Il ne s'agissait pas de faire un essai sur la liberté. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la fiction. C'est que je pense que cette fiction, qui est aujourd'hui très, très décriée, ou qui paradoxalement, en fait, est le véhicule le plus populaire et massif, si on pense à l'heroic fantasy, au polar, etc. Ce sont des fictions, mais la fiction sur le réel, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça serait trop long, mais je voulais que ça soit je voulais qu'on le lise, qu'on ait le plaisir de la fiction, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, des retournements, parce que cette nuit-là, elle était mouvementée, elle n'était pas contemplative, c'était pas une interview, c'était on a failli tomber dans les escaliers. Il y a eu des accidents, même des accidents de beauté aussi. Il y a eu des rencontres. Il y a eu des moments où on a dormi. Il y a eu des moments où en fait le dictaphone tournait et en fait quand j'ai la bande, on s'aperçoit qu'on a dormi 10 minutes. Et qu'en fait, ça s'éteint pendant 10 minutes, puis ça repart, la discussion repart. Il y a eu des moments très nervaliens, j'allais dire, entre le rêve et le... Gérard de Nerval, j'aime beaucoup, pas seulement parce qu'il a fait un poème intitulé Myrto, qui fait écho, je pense, à la myrte qu'on peut boire à Ajaccio le soir.
mais il y avait ces moments entre le rêve et le réel, et c'est ça la nuit aussi. Et je voulais qu'on ait un plaisir presque de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va leur arriver. Moi, c'est ce que j'aime dans la littérature, et qu'en plus ça permet de jouer avec plein de choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, pourquoi je tourne la page, ça permet toutes les expérimentations possibles, mais je voulais qu'il y ait cette dimension-là. On va à la recherche d'un tableau qui n'existe pas. Moi, ça a été ça qui a été dur, c'est comment je vais raconter ça, quelle ligne je prends. Ok, je dois parler de la liberté, je dois parler d'Adèle, je lui dois ça, je dois raconter cette nuit, il y a Picasso qui est là, on est dans l'hôtel Salé, vide, il y a Buñuel, il y a le coq, il y a ce discours sur la censure et l'autocensure. Qu'est-ce que c'est que l'art? Qu'est-ce que c'est qu'un musée? Mais d'abord, qu'est-ce que je raconte? Je raconte l'histoire de deux amis qui vont à la poursuite d'un tableau qui n'existe pas dans une exposition qui porte le nom de ce tableau. Donc en fait, on va à la recherche d'un trou noir qui absorbe tout. Et il fallait affronter ce trou noir pour ne pas être absorbé et pour que la fiction soit absorbée, mais joue avec ce trou noir en permanence. Mais c'était ça. Donc presque, voilà. Et quel est ce tableau? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et à la fin, il se passe quoi? On sait qu'ils vont sortir du musée, mais comment et pourquoi et avec quelle vérité? Donc c'est ça qui a pris beaucoup de temps et trouver effectivement les moments de rythme. Je commence par Guernica. Au départ, je n'avais pas commencé par Guernica, mais par l'histoire de ce bombardement, parce que le réel est totalement là. Ce tableau est produit, encore une fois, ce tableau est une fiction. Le guerrier mort à l'antique, il n'est pas dans Guernica au moment du bombardement, avec son casque de la guerre de Troie. Il y a plein de choses qui ne correspondent pas à la réalité. Donc ce tableau est une fiction sur un événement réel. Donc en fait, il fallait aussi correspondre à tout ça. Mais ça, c'est le jeu de l'écriture, qui est un jeu compliqué, mais qui mérite d'être joué. Et Guernica, vous disiez, donc c'est cette fiction qui est comme un trou noir aussi, mais qui a écrasé totalement l'événement lui-même, le bombardement de Guernica en 1937, qui est beaucoup plus connu finalement que la guerre civile espagnole même en elle-même. Guernica qui était au service d'un artiste engagé, au service d'une cause qui finalement l'a totalement avalé, dévoré, et qui finalement a totalement annihilé finalement le but recherché. Oui, et qui est d'ailleurs devenu un symbole. Au fond, le bombardement de Guernica, il est atroce, mais c'est un bombardement atroce parmi de multiples bombardements. Il y a eu des choses tout aussi horribles que Guernica pendant la guerre d'Espagne, mais au fond, et c'est là aussi le jeu, et on pourrait même compléter encore ce qu'on disait, c'est que oui, Picasso finalement a même avalé, cannibalisé cette réalité de ce bombardement de ce petit village basque, parce qu'effectivement, Guernica maintenant, si on cherche Guernica, on tombe d'abord sur le tableau. Donc on peut dire que c'est une victoire de l'art, on peut dire que c'est un nouvel acte de cannibalisme de Picasso. Mais oui, je ne sais plus quel était le sens de votre question, mais je crois que la réponse était contenue. Mais c'est ça, c'est finalement la réalité, cette fiction illustrée, graphique de Picasso, branché sur du réel, a éclipsé le réel. Donc on retrouve le trou noir aussi. Finalement, il aura même avalé ça. Illustré également par des animaux. Il y a le cheval, le taureau dans Guernica. Et Adèle, votre amie, s'inspire particulièrement des animaux. Et il y a vraiment cette figure de l'animalité qui est vraiment l'un des fils conducteurs de votre nuit. L'animalité comme un miroir qu'on contend à la barbarie humaine et même à notre propre rapport aux animaux. Oui, parce que quand je parlais du vertige et des effets de miroir, quand je parlais du musée, on regarde un tableau, ça parle de nous, ce n'est pas une surface polie, ça nous montre autre chose, mais qui nous renvoie à nous, enfin ce jeu de vertige permanent, panoptique du musée. Mais c'est vrai qu'Adèle, je l'ai rencontrée d'abord par l'art, et notamment par une de ses œuvres, qui s'appelle « Who's Afraid of the Big Bad Wolf ?», qui a peur du grand méchant loup, qui est un tableau aux dimensions de Guernica, qui représente un assemblage de dépouilles
d'animaux calcinés, qu'il n'a pas tué lui-même, évidemment, que j'avais vu, je ne sais plus où, je crois que c'était à Venise. Je crois que c'était à Venise pendant la Biennale. Et je l'ai rencontré d'abord par l'art et par une œuvre d'art qui fait écho par les dimensions de Guernica, justement, à cette œuvre de Picasso. Donc en plus, on était dans le temple de l'artiste qui est le plus... qui est en fait qui est le défi ultime pour tous les artistes. Picasso, la figure de Picasso, et encore plus avec sa dimension politique, polémique, dont on ne cesse de parler aujourd'hui. À l'époque, c'était un peu moins le cas. En fait, on la questionne dans le livre, mais on n'était pas encore dans « faut-il continuer à montrer Picasso ?» Mais ça rejoint en fait totalement le livre. Mais oui, donc il y avait aussi cette mise en abîme du fait que je l'avais rencontré finalement avant l'homme Adel Abdessemed, avant l'artiste, je l'avais rencontré par une œuvre qui faisait elle-même référence à Guernica. Donc il y avait en plus ce plan-là dans le... Et c'était en fait une œuvre dont j'avais parlé dans Plongée. Parce que dans Plongée, il y a tout un passage à la Biennale de Venise où justement... en fait, c'est pour ça que j'hésitais tout à l'heure, mais l'œuvre exacte par laquelle j'ai rencontré Adel Abdessemed, c'est un cube. En fait, c'est la variation cubique dont j'ai oublié le nom, de cette sorte de compression à la César, mais de dépouilles d'animaux. Qui sont empaillés. Hein. Oui, qui sont empaillés, qui fusionnent et qui sont évidemment, enfin évidemment, j'en sais rien d'ailleurs, mais un questionnement de l'action de l'homme aussi sur l'animalité et sur le monde sauvage. Mais donc c'était ça, oui. Donc il y avait aussi... oui, on ne cesse d'ouvrir des portes à chaque fois. Mais alors, par conséquent, et même Adel l'a écrit sur son calepin, parce que votre récit est entrecoupé des dessins de Adel qui illustrent. Plus qu'illustré, parce qu'il est presque... Oui, j'ai même été guidé, moi, par ses dessins. Qui renvoie, je dirais. Enfin, qui rebondit sur ce que vous écrivez. Donc le lien entre Adel et Picasso, il l'écrit, il l'explicite, mais pour l'artiste on le voit, mais pour vous, pour le scribe, quel était votre lien, votre rapport à Picasso avant cette nuit, avant qu'on vous propose cette nuit au musée? Non, Picasso, effectivement, comme j'allais voir Guernica, moi j'avais déjà ce grief contre Picasso dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire au fond... un artiste qui ne se mouille pas beaucoup pour une cause dont on attendrait qu'on puisse se mouiller pour elle. Après, il y avait ce rapport, effectivement, au corps de la femme, ce rapport le Minotaure, quoi. Voilà, le monstre au cœur du labyrinthe. Il y avait cette dimension-là. Un musée est aussi un labyrinthe, surtout la nuit. Mais ce que je voulais dire par rapport à votre question, c'est que la condition, quand je parlais de défi tout à l'heure, c'est qu'au fond, à la fin, c'est quand même moi le maître du jeu, le scribe. Et on le voit d'ailleurs généralement dans l'histoire. C'est celui qui écrit l'histoire, même dans la façon dont s'écrit l'histoire aujourd'hui, c'est celui qui écrit l'histoire qui est le maître du jeu, puisqu'il est le maître de la narration. Et ça, c'était aussi dans ce pacte qu'on a fait tous les deux, il y avait aussi le fait que j'écrivais évidemment ce que je voulais de cette nuit. Donc il y avait presque... un côté presque très pervers de ma part aussi, c'est-à-dire que je serai à la fin le maître, même si je sers de support et que je subis cette charge d'ivresse. Donc c'était ça, au fond... Non, je lui rends à la fin, pour répondre à votre question, par à la fin des fins, cette petite lumière qui nous sert presque... Parce qu'il y a eu, en plus il y avait des clins d'œil, parce que cette lumière, le feu, évidemment, comme tous les artistes, et encore plus chez Adel Abdessemed, une sorte de travail sur les éléments, sur l'eau, sur le feu. Et il y avait une œuvre aussi d'Adel, parce qu'au départ, il a refusé, en fait. Au départ, finalement, il y a eu un revirement, et je reproduis la lettre, qui est une vraie lettre dans le livre. Au début, il dit non, en fait, je le sens pas, et il cite comme exemple une de ses œuvres, qui est une vidéo et qui est un dessin aussi,
C'est une installation vidéo où on voit le pied d'Adèle qui écrase une ampoule électrique allumée, donc pieds nus, qui brise l'ampoule, et la vidéo passe en boucle. Et déjà avec une explication sur cette lumière, d'écraser justement ce feu technologique pour faire place à la nuit. Donc ça, c'était une option. Est-ce que l'artiste est celui qui fait place à une nuit justement bénéfique, où tout est à nouveau possible, ou celui qui agite cette petite, qui brandit cette petite lampe à huile antique face à la lumière écrasante dans laquelle on peut tout voir aujourd'hui. C'était effectivement la technologie guerrière à l'époque des bombardements de Guernica, mais ça peut faire référence après à Hiroshima, ça peut faire référence à la transparence des réseaux sociaux dans lesquels il n'y a jamais de nuit, parce que tout est toujours exposé, et les gens en redemandent et s'exposent. Donc on peut voir ça. Et tant qu'il y a cette petite lumière, voilà, c'est ça, moi, qui me reste de Picasso, c'est cette petite silhouette humble à la fin, cette petite figure dont on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, qui brandit cette toute petite lumière, qui est certes fragile, mais qui brille encore. Et ça, oui, qui est pour moi l'art, ce qui est l'art. Tant qu'il y aura une sorte... Et ce qui nous ramène à l'enfance, quoi. C'est-à-dire, tant qu'il y a cette petite lumière-là, et que quelqu'un osera la brandir, c'est bon. J'allais dire, on peut dormir en paix, non, on peut veiller en paix. Voilà. Veiller, et c'est un... Veiller en inquiétude. Veiller en inquiétude. Et donc cette petite lumière, elle vous habite puisque vous en parlez dans le roman que vous avez interrompu pour passer la nuit au musée, qui s'appelle Trouver refuge, qui est paru en 2022, où donc il est question, je rappelle, d'un roman dystopique sur une famille qui fuit une France gagnée par l'autoritarisme et le nationalisme. Et cette famille, le père, donc Sacha, se résigne un peu sur l'éducation aux humanités de sa fille Irène, en disant finalement, est-ce que tout cela n'est pas vain dans ce monde qui l'entoure, et son épouse lui rétorque qu'en fait, il faut justement préserver la lumière de Guernica, parce que ce que nous raconte Guernica, c'est justement qu'il faut préserver, même si elle est fragile, même si elle est provisoire, oui, il faut la préserver. Oui, peut-être que cette petite flamèche, cette petite étincelle, cette petite lampe, oui, peut-être qu'elle est plus fragile que je ne le crois. Oui, Trouver refuge, je l'ai interrompu pour écrire ce livre, et parle, je ne vais pas dire des mêmes choses, mais il y a de l'art dans tous mes romans, parce que ils naissent plus par des images en fait visuelles que par des mots, en fait, curieusement. Et c'est vrai qu'il y a la question de l'art dans Trouver refuge. On est en 2027, la France a basculé dans une sorte de régime autoritaire qui offre le confort à ses citoyens. C'est pas une dictature, c'est un régime de contrôle où finalement vous n'avez plus besoin de réfléchir, tout est pris en charge, qui est assez proche de l'époque qu'on vit aujourd'hui, mais qui s'accentue un peu. Et il y a la question de l'art, puisqu'il est question d'une œuvre qui a été montrée dans un musée, qui a été lacérée parce qu'elle avait choqué. Et au fond, le musée retire l'œuvre en disant on la montre pas parce qu'elle est en restauration, mais en fait, elle n'est jamais restaurée. En fait, on la verra plus jamais. Il y a cette question-là de qu'est-ce qu'on pourra montrer, qu'est-ce qu'on veut montrer, et qu'est-ce que les gens décident de ne plus montrer aussi. Donc il y a cette question-là, parce que quand un régime dur, habillé dans les habits aussi du confort, éclos, c'est d'abord la culture qui est frappée et l'éducation. En général, voilà, on prend le contrôle de la culture et de l'éducation, parce que c'est ça qui nous permet de nous échapper, de nous ouvrir à l'autre. Donc c'est ça qu'il faut éteindre, c'est ces lumières-là qu'il faut éteindre. Et c'est intéressant que vous terminiez sur Trouver refuge, parce que Trouver refuge, au fond, c'est une fuite vers le mont Athos, qui est cet endroit coupé du monde. Comme on peut dire qu'un musée est un refuge aussi, dans la ville mais hors de la ville. Et hier, je crois que c'était monsieur Costamagna qui parlait de cette position en surplomb dans la ville, ou c'était Michel, je ne sais plus. Mais cette position de veille, de vigie, et en même temps un musée, il est dans la ville, mais c'est un autre monde, c'est un véhicule pour s'échapper. Moi, il fuit vers le mont Athos, qui est quand même
un conservatoire à ciel ouvert, aux dimensions d'une presqu'île, 500 km², de Byzance, de ce qu'a été Byzance. Le dernier confetti de l'Empire byzantin, c'est le mont Athos. Il est interdit aux femmes, aux enfants, aux femelles, et il est totalement coupé du monde, puisque les moines, et encore plus les ermites qui y vivent, vivent comme en l'an 1000, pour certains d'entre eux. Et donc je me retrouvais dans une sorte de musée à ciel ouvert, dans le sens, dans une exception de musée qui serait ce lieu du refuge, ce lieu du retour à soi, ce lieu où tout peut nous arriver et où rien ne peut nous arriver, et où on choisit d'aller. Donc il y avait cette dimension-là, et d'y aller avec un enfant aussi pour lui montrer ces petites lumières que sont peut-être... c'est un réservoir à histoire aussi. Le mont Athos, c'est des histoires bibliques, byzantines, mais les musées sont aussi... C'est pour ça que, au fond, cette collection arrive bien, c'est qu'elle mêle le monde de la littérature et le monde pictural, donc le monde du mot et le monde de l'image. Mais au fond, les musées sont des conservatoires, des boîtes à trésors d'histoires invraisemblables, de décapitation, d'hommes pétrifiés, de femmes qui découpent la tête des hommes après une nuit d'amour. C'est ça aussi. Je veux dire, c'est ça aussi. Quand le personnage raconte la vie de Saint Christophe à cette petite fille qui délaisse son livre de mythologie pour lire la vie des saints, la légende dorée. La légende dorée, c'est très beau. Enfin, là, il ne s'agit pas de foi ou de croyance. La légende dorée, c'est un des plus beaux titres de... J'aurais aimé qu'on nous laisse ce titre-là. Donc, tout se mêle, et en plus dans les icônes, le mont Athos, l'icône, l'image comme support à des récits. Donc, tout ça fait sens, quoi. Donc, j'ai interrompu ce roman pour écrire Nuit espagnole, et je me suis retrouvé, après la nuit espagnole, dans un jour, après la nuit, le jour, et après l'Espagne, dans la Grèce, dans Byzance. Donc tout ça fonctionne très bien. C'est l'histoire de nos vies. Merci beaucoup, Christophe Merci Dibio. Bien sûr, écoutez les histoires de... Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâché pour l'écrivain. Les pages se tournent, j'arrive au bout du chemin, mais j'y suis trop bien. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador. Dans ces feuillets, mon mirador. Oui, Racine de ciel, j'ai lu évidemment chaque année. Les plus grands auteurs sont tous là-bas. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau y plonge en piqué. Moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador. Dans ces feuillets, mon mirador. Lire au goulot la vodka des doux
chemin.